Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Cette histoire de ce directeur de la culture qui qualifie de traître Abban Ramadan n'est pas un cas isolé. C'est bien plus grave. Et Abban Ramadan, Rabbi Yarhamou, n'est pas le seul parmi les grandes figures de notre histoire à avoir été ainsi traîné dans la boue par des ignares haineux et vindicatifs. C'est comme une macération des esprits, où l'ignorance le dispute à la suffisance de gens superficiels, dont les seules excroissances sont des bulles de miasmes nauséabonds, de plus en plus nombreuses dans une société et qui n'en finissent pas de putréfier l'ambiance. Et dans les faits, sur la cohésion sociale, sur l'unité des Algériens, en ces temps cruciaux où tout un peuple tente de se libérer de l'étreinte mortelle de prédateurs dont la pire des armes est de semer la haine, justement, entre les enfants d'un même pays. Oui, il n'y a pas que Abban Ramadan que les apprentis sorciers de l'histoire qualifient de traître à la Révolution. D'autres personnages, parmi les plus illustres, nos plus illustres prédécesseurs, qui ont marqué de leur empreinte l'histoire humaine, sont eux aussi traînés dans le caniveau, stigmatisés, leurs actions déformées, les vicissitudes qu'ils ont vécues outrancièrement sorties de leur contexte historique. Massinissa, Juba II, Ptolémée, Saint-Augustin, l'émir Abdelkader, Farhat Abbas, Massali el-Haj, Abdelhamid ben Badis, Aït Ahmed, Abban Ramadan et d'autres grandes figures qui font les frais de crétins haineux. Mais plus qu'une haïssable disposition à la méchanceté et à l'ingratitude, plus que le produit d'une ignorance crasse, cette propension à salir ainsi les plus prestigieuses et les plus pures de notre histoire est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus insidieux que de l'ignorance crasse. Cette infection des esprits vient d'un mal autrement plus profond. Elle est la conséquence de la falsification de l'histoire, laborieusement entreprise par ceux-là que l'héroïsme et les épopées des grands hommes dérangés, parce qu'elles ne s'accommodent ni avec leur petitesse, ni avec leur scélératesse, ni avec leur fourberie. Il fallait reforger l'histoire, la tordre à leur convenance, pour s'y ménager des niches montées de toutes pièces. Et un tel échafaudage ne pouvait que générer des relais à sa mesure. Les gens qui ont capté le pouvoir et qui ont dicté à l'histoire officielle ce qu'elle devait secréter sont à la vérité et à la noblesse des cœurs ce qu'est le furoncle au volcan, ce qu'est le pu sointant de la lave, ce qu'est le pu sointant à la lave déferlante, fertilisante. Ce régime a besoin de haine, de vindicte pour prospérer. Il a besoin que des ignares emplissent l'espace public pour ne laisser de place qu'à l'expression de l'ignorance et de l'exécration. Il en a besoin de la même manière que le pouls a besoin de saleté pour prospérer et se reproduire. C'est en ce sens que l'action du Hirak est salutaire. Et c'est d'un véritable fleuve que nous avons besoin désormais, d'une crue purificatrice pour nettoyer les écuries d'Ogia. C'est maintenant et de façon très forte que nos élites doivent investir tous les champs sociaux, politiques, culturels, historiques, religieux pour les labourer et les fertiliser. Pendant bientôt 11 mois, les Algériens ont montré toute leur saine disposition au pacifisme, au civisme et à l'amour. L'heure est venue maintenant pour toutes nos élites, les élites véritables, dans tous les domaines, de nettoyer les écuries
Dojia. Algérie, Vox Populi, Vox Dei. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci Djamaldine pour l'invitation. Merci. Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être avec nous. Merci Djamaldine de l'invitation. Bonsoir Saïd et puis bonsoir à tous les invités et téléspectateurs. Merci. Alors, Zoubida Assoul va nous rejoindre tout à l'heure pour participer avec nous. Zoubida Assoul, qui est avocate, présidente de l'UCP. Alors, mes chers amis, si nous commencions donc d'abord par cette, j'allais dire, épidémie d'exécration de gens qui accusent de grands hommes historiques, politiciens, grands hommes qui ont marqué l'histoire de traîtres. J'ai cité quelques noms tout à l'heure. Et j'avoue que ça, moi, personnellement, je ne l'ai vu nulle part. Je ne l'ai vu ni en Tunisie, ni au Maroc, ni en France, ni en Angleterre, ni au Canada. On dirait que nous avons cette spécialité de qualifier de traîtres nos plus illustres personnages. Et moi, j'aimerais bien comprendre d'abord d'où ça vient. Et puis aussi cet usage excessif de la révolution algérienne. Moi, je suis ici en France, par exemple, nous trois, nous vivons ici. On n'a jamais entendu quelqu'un dire « moi, je suis le fils d'un résistant, d'un ancien combattant », ou de voir quelqu'un être traité de fils de collabo. Ah, lui, attention, fils de collabo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez nous cette telle détestation? Pourquoi cet usage excessif de la révolution algérienne comme d'un fonds de commerce pour les uns et contre les autres? C'est à vous. Bonsoir Karim. Bonsoir téléspectateurs. Vous savez, quand la haine, elle veut s'exprimer, elle puise dans les eaux nauséabondes. N'oublions pas que ce même régime tire ses racines d'une violence et de plusieurs violences. Le régime ne sait s'exprimer que dans la violence, il ne maîtrise que la violence. La haine est une forme de violence avec laquelle ils essayent de déstructurer complètement la société. Vous l'avez si bien dit en disant que cette infection, l'imaginaire, la pensée du régime, elle a des frontières cognitives qui consistent à trouver tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la pensée du régime est considéré comme ennemi. Tous ceux qui ne sont pas avec, ils sont contre le régime. Et de cela que découle toute une littérature et tout un comportement allant jusqu'à essayer
de... Vous savez, le régime est voyou. Il a tout fait pour clochardiser la société. Le régime est corrompu. Il a tout fait pour démocratiser la corruption. Le régime n'est pas dans l'histoire, il est en dehors de l'histoire. Il essaye de faire sortir l'Algérie, la patrie, et le digne peuple algérien de l'histoire. Le régime est en déconfiture avancée. Et il essaye de créer une pandémie de déconfiture à travers un certain nombre d'instrumentalisations. Le régime à instrumentalisation de l'histoire a commencé par d'abord l'assassinat d'Abban Ramadan, qui a été titré par la presse une année après qu'il était mort au champ d'honneur. Par le Moudjahid. Le Moudjahid. Ce régime même avait fait titrer dans un organe de presse que le traître Aït Ahmed fut capturé. Alger républicain, je crois. Nous allons essayer de voir cette image, la mettre à côté de vous en lucarne. Je crois que c'est Alger républicain. Alger républicain. Le traître Aït Ahmed a été capturé. Exactement. J'aimerais qu'on nous la montre. Allez-y. Le régime, le système. Regardez ce qu'ils ont fait avec notre repère, l'Akhdar Bourga. Oui. Vous vous imaginez à tel point que les outils du peuple sont transformés en outils de propagande pour inséminer. Je me rappelle que lui avait été convoqué pour faire son service militaire du temps de la France en 1954. Exactement. Donc c'était obligatoire, il n'avait pas le choix. Il est parti de 1954 à 1956. Alors eux, après, quand ils l'ont fait rentrer en prison, ils ont lâché leur... comment on les appelle, propagateurs de haine, nous dire que c'était un faux moujahid puisqu'il était dans l'armée française et c'est un déserteur de l'armée française. Exactement. Ils ne nous ont pas dit qu'il faisait son service militaire. Exactement. Un homme, au moment où on voit le... Vous voyez, Alger républicain, l'ANP capture le traître Aït Ahmed, voilà. L'Akhdar Bourga, je pense... j'espère qu'il m'entend à l'heure où je parle. Au moment où il était sur le bloc opératoire, l'anesthésiste lui dit « Mahiyal Wassiya », la grandeur de l'homme, la noblesse de l'âme, la fidélité au serment de novembre, lui répondit « Nahar al-Jum'a roh al-Barid al-Markazi ». Ça veut dire le vendredi, dès sa libération. Le vendredi, on est devant l'inconnu. On ne sait pas si on va mourir, si on va se réveiller. On ne sait pas ce que nous réserve l'opération. Ouais. C'est tout récent, quand il était en prison, quand on l'avait ramené pour l'opérer la dernière fois. Il répondit avec cette phrase de génie. Mais quel courage, quelle audace, quelle noblesse. Vous voyez la dichotomie qu'il y a entre ceux qui se sont servis. Ajoutons à cela, en 1962, il y avait combien de moudjahid de Djamel-Din? On avait bâti, le système avait bâti sur des mensonges fondateurs, des mensonges. Il y avait à peine 80 000. Et ils ont monté une certaine forme... Dont beaucoup venaient... 80 000, c'était, je crois, y compris l'armée des frontières. Tout à fait, tout à fait. Et pour noyer les véritables moudjahidines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une pandémie de faux moudjahidines allant jusqu'à un certain nombre de régions, leur disant vous avez fait la guerre plus que les autres, la compétition entre les uns et les autres. Entre les régions. Exactement. Ouais. Et tout ça pour inciter les vrais moudjahidines à témoigner pour de faux moudjahidines. Tout à fait. Pour que telle région, ils allaient voir une région et lui disaient « Touma dertu thora » ou « Ghalbatkoum une région qui les dertu thora » Donc, l'instrumentalisation de l'histoire est un levier que le système... C'est à partir de là qu'a commencé à naître cette propension à le tkhouine, comme ils disent. Exactement. L'instrumentalisation de l'histoire, allant jusqu'à faire de cette histoire la résurgence destructive dans le passé, la résurgence dans les traumatismes sociaux, instrumentalisé pour le système, pour éviter à la société à ce qu'elle soit apaisée, à ce qu'elle puisse non seulement construire, avoir une certaine forme de clarté dans la vue et une certaine forme de dépassionnement de tout ce qui nous est arrivé, de tout ce que nous vivons, pour pouvoir construire d'une façon pacifique
la cité et avoir un projet de convivialité et de vivre ensemble. Le régime est violent, il a fait de l'histoire, de la mémoire, du quotidien des Algériens une source de violence. C'est pour ça que la source de la haine, c'est le système. Les mécanismes d'utilisation de la haine, c'est les mécanismes de propagande, à savoir les journaux, à savoir la télévision. Et les véhicules sociaux sont soit ceux qui sont dans l'organique du régime ou la périphérie du régime. Vous savez, Chomsky, dans son livre « La propagande », il a traité justement, parfois, du langage social. Comment qu'à un certain moment, ceux qui veulent intégrer les musées de l'horreur font parfois dans la surenchère à celui qui va aller beaucoup plus loin dans le langage du système pour se faire accepter par le système. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, Karim Naït Ouslimane, d'où vient cette propension à qualifier les gens de traîtres et d'où vient que c'est un fait quasiment isolé. Nous ne connaissons pas de cas similaires dans les autres pays. Absolument, parce que, comme dit l'adage, qui sème le vent récolte la lumière, la tempête plutôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nature même de ce régime, son mythe fondateur, son procédé de légitimation, après les indépendances, s'est fait justement, a été fondé sur un rapport, on va dire, complexé du colonisé à l'altérité. C'est-à-dire l'autre de l'Algérie, après l'indépendance, comme déjà le procédé d'accaparation du pouvoir n'a pas été légitime, on sait très bien que c'est l'armée des frontières. Donc, sachant qu'il n'avait pas la légitimité du peuple, et c'est pour ça que 58 ans après, on parle encore de légitimité, on reproche encore à Abdelmajid Tebboune l'absence de légitimité. Donc, comme dès le départ, la légitimité populaire n'a pas été respectée, le pouvoir, pour se légitimer, le procédé de légitimation politique, il l'a fondé sur un mythe fondateur de rapport, pas sur un projet, c'est-à-dire la construction, le départ de l'État algérien n'a pas été lancé sur un projet civilisationnel. Je vous donne des exemples. Par exemple, on voit par exemple la France, c'est l'esprit français qui, à travers les siècles, s'impose. L'Allemagne, pareil, c'est l'esprit allemand, la rigueur allemande, la philosophie allemande. L'Europe, le cartésianisme. On voit la même chose aux États-Unis, American Dream. Le rêve américain, tout le monde peut réussir, c'est des principes moteurs de la civilisation. En Algérie, c'était un mythe fondateur fondé sur le rapport négatif à l'ancienne puissance coloniale. C'est de là que tout est parti déjà, et je dirais que tout est mal parti. Pourquoi? Parce que l'histoire, la guerre de libération, la guerre d'indépendance a été instrumentalisée par la suite avec tout un procédé. Par exemple, vous avez les procédés de diabolisation, d'exclusion, mais toujours fondé sur un rapport négatif à la binarité, à l'altérité binaire, c'est-à-dire nous et l'autre. Et pour nous, l'autre, c'est qui? L'autre, déjà, c'était la France, la puissance coloniale. Et donc, à partir de là, l'État algérien, ceux qui ont tenu le pouvoir, les généraux qui ont tenu le pouvoir, se sont imposés comme des pères protecteurs. C'est-à-dire qu'ils disent au peuple, nous, déjà ils ont omis de dire que c'était le peuple qui a combattu pour son indépendance, donc ils se sont dit que c'était eux, c'était les Zouama, on voit leurs portraits partout avec des cigares, avec des costumes, alors qu'en face, ils ont cultivé l'image du fellah. L'Algérien, quand on regarde la littérature officielle, il a été toujours présenté comme le fellah, le fils de peuple, alors que eux, par rapport au peuple algérien, se sont posés comme des zouama, des gens qui tiennent le pouvoir et des pères de la nation. C'est ça le rapport au paternalisme. Quel est l'intérêt, par exemple, d'accuser, je vais donner un exemple, l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader qui a combattu 17 ans durant. Mais et qui a tellement souffert, qui a été trahi par tout le monde. C'est lui qui a été trahi. Qui a été lâché par tout le monde, à qui on n'a pas laissé d'autre choix
que de se rendre, En fait, qui a passé des années en prison, château d'Ambroise, Bien sûr. et puis qui a été finalement autorisé à partir en Syrie, et qu'aujourd'hui on qualifie de traître. Pourquoi? Parce qu'il porte des médailles dont personne ne dit que ces médailles ne sont pas des médailles qui lui ont été accordées. En fait, c'est des médailles qui lui ont été accordées parce qu'il avait sauvé des chrétiens de Syrie. Voilà. Et puis tous les pays du monde, Angleterre, États-Unis, la France. Même le pape, même la reine d'Angleterre, exactement. même le président américain lui ont offert des médailles. C'est par reconnaissance et par mérite. Pour sa tolérance, lui le musulman, oui, lui bien le grand émir qui a sauvé des vies humaines. Aujourd'hui, on dit non, non, c'est un traître. D'abord parce qu'il s'est rendu alors qu'il n'avait pas le choix. Ensuite, parce qu'il a des médailles de la France. Et l'histoire officielle laisse faire, laisse dire. Et l'intérêt, il est là, justement. Oui. Et c'est pour ça, maintenant, par exemple, on s'attaque à Aben. Demain, on s'attaquera à un autre. Il y a quelques mois, c'était Ali Lapointe. C'était Ben Badis. C'était Ben Badis. C'est bon, à chaque fois. En fait, l'intérêt, il est où? C'est ça, en fait. L'intérêt, c'est dans la culture de l'émotionnel. Vous savez, il y a une théorie en sciences politiques qui s'appelle, elle a été étudiée dans les années 2000, qui s'appelle la théorie de la jeune fille. C'est-à-dire que pour des États, des gouvernements totalitaires, le peuple idéal pense comme une jeune fille, c'est-à-dire comme une adolescente. Il est dans, je dirais adolescente et adolescent aussi, il est dans l'idéalisme, l'émotionnel, c'est-à-dire ils veulent qu'on évite les sujets de fond. Par exemple, actuellement, nous avons vu comment ils ont réussi à berner une grande partie du peuple algérien durant tout l'été avec l'histoire de la Novembaria Bédissia. Oui. Nous avons vu des gens, presque des va-nu-pieds au sens propre du terme, presque. Nous avons vu des gens d'une apparence, qui avaient l'apparence d'une extrême pauvreté, courir, faire des marathons pour célébrer la Bédissia Novembaria, oui. Alors qu'ils n'ont pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Alors que l'État... Qu'est-ce que ça veut dire Novembaria Bédissia? Bah, déjà, en soi-même, c'est une contradiction. C'est un oxymore. C'est un oxymore. Ouais, déjà, c'est un oxymore. Oui. Il y a une contradiction. Mais surtout, il joue pour garder les gens, justement, qui n'ont pas une certaine culture historique, pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Bédissia, qu'est-ce que c'est que la Novembaria. Et donc, ils les maintiennent parce que, comme l'a dit, d'ailleurs, vous voyez comment tout se rejoint, en fait. Par exemple, on voit quelqu'un comme Albert Memmi, quand il a fait le portrait du colonisé, après avoir fait celui du colonisateur, il a dit que le colonisé, pour se protéger, si vous voulez, invente des valeurs refuges. Il invente des valeurs refuges. Et nous, c'est ce que fait l'État avec son peuple. C'est-à-dire, il nous jette des valeurs. Par exemple, parfois, il nous jette la religion. Parfois, il nous jette le mythe historique de nous avons combattu la France, maintenant nous sommes toujours menacés par la France, menacés par d'autres États, et comme ça nous, on renonce à nos libertés fondamentales dans la société, on renonce à nos droits. Pourquoi? Parce que nous sommes menacés par la menace extérieure. Vous savez, c'est ce qui se passe aussi en Corée du Nord. Comment quel régime? Quand on a les médias, de masse... Karim, comment de tels barons du régime? Moi, ce sont des choses qui me sidèrent. Comment de tels barons du régime peuvent-ils, par exemple, utiliser la France comme bouc émissaire de toutes leurs... comme totem incantatoire. France, la menace française, l'OTAN, la Libye, alors que tout le monde sait qu'ils ont tous leur fortune ici, qu'ils ont leurs enfants ici, qu'ils lavent, qu'ils blanchissent leur argent ici, avant de l'envoyer dans le reste du monde. Comment ils parviennent à convaincre... Comme disent certains justement en France, plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, ça passe. Comment ça passe? Et là, ça passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même certaines personnes, et c'est là l'impact des médias. Le système, pour diffuser son roman national, a besoin, il a plusieurs appareils, il a plusieurs canaux de diffusion, et parmi ça, les médias de masse. Et il faut savoir qu'en Algérie, dans de très larges régions, il y a quand même des couches de la société qui ne regardent jusqu'à présent que les chaînes, que le NTV, plus les chaînes satellitaires qui gravitent autour. Donc, les avec médias, ça, on leur fait... Après, il y a des films historiques, il y a tout cela qui compte. Il y a par exemple la récupération des mosquées. Vous voyez vu comment ça a été instrumentalisé au moment des élections, par exemple, pour dire qu'il ne faut pas sortir, qu'il faut aller voter, et que c'est un devoir religieux d'aller voter, que c'était haram de ne pas voter. Donc, tout cela fait qu'une certaine partie du peuple, malheureusement, est maintenue dans l'émotionnel. Et du coup, cette histoire, par exemple, de directeur de la culture de toute une wilaya.
qui arrive comme ça et qui dit ben Ramadan est un traître. Qui est aussi un proche parent de Mihoubi. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Mais ça veut dire ils se sont tellement autorisés à le faire, c'est parce qu'il est dans un bain. Il baigne dans une atmosphère qui est... Moi, ce n'est pas lui que je blâme. C'est le bain dans lequel il baigne. C'est cette atmosphère de criminalisation des héros de ce pays. En fait, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit d'un système dont son personnel qui se croit complètement au-dessus du peuple. Au-dessus du peuple. Et comme la figure historique aujourd'hui, elle échappe aux mains du système. Je vais vous donner des exemples de ce pan qui est créé entre 2019 et 54-62. Aujourd'hui, le régime n'a plus de figure historique. Bourga, que ce soit en termes vivants, que ce soit en termes symboliques. En termes symboliques, Ali Ammar, Ben Mehdi, Khidr, Aït Ahmed, Ben Ramadan, dont on porte les portraits dans le Hirak. Non, c'est pour cette raison que c'est une révolution des vivants, au sens noble du terme, mais de ceux aussi, pourquoi qu'on fait appel à leur mémoire et des morts. C'est l'une des révolutions dans le monde qui rend les morts beaucoup plus vivants que ce qu'ils ont vécu. Faire appel à la mémoire, c'est les prendre comme témoins. Les prendre comme témoins que nous sommes là. C'est comme si on fait un serment aujourd'hui, tellement cette mémoire multitude, que nous allons continuer ce que vous avez fait. Et comme la figure historique, Bourga, Eril Hariz, Bouhirid, toutes les figures historiques aujourd'hui échappent au régime. Échappent au régime. 1. 2. Dans le manuel scolaire. Le manuel scolaire de la première année jusqu'à la dernière année, mis à part d'une façon un peu éphémère, d'une façon un peu superficielle, on enseigne le congrès de la Soumane. Mais on n'a jamais enseigné le rôle de la société civile, le rôle du peuple et son apport pendant la guerre de libération nationale. Et ça, c'est un travail qu'un ami a fait sur l'histoire. Moi-même, j'en ai fait à un certain moment pour savoir qu'est-ce qu'on nous enseignait dans ce manuel. L'instrumentalisation de l'histoire pour justement alimenter ce système binaire, mais au-delà de ça, c'est la construction des domaines d'obéissance. La religion, elle a été utilisée par le système pour pouvoir construire l'obéissance au système. L'histoire, elle a été utilisée, triturée, manipulée pour justement construire des domaines d'obéissance et des domaines aussi d'appartenance au système. Et la troisième des choses, c'est l'appel qu'on fait à des éléments, le syndrome du colonisé d'Achille Mbembe. Ils sont la continuité du syndrome du colonisé. Les premiers à avoir utilisé cette technique de traître, c'était les Français. Pour pouvoir semer la zizanie dans les rangs des Algériens. Et le système, il a inventé en la matière la main étrangère, Hezb français, l'ennemi médiatique. On était l'ennemi médiatique. Le Maghrébien, c'est l'ennemi médiatique. L'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur. Et maintenant, ils vont nous inventer l'ennemi intergalaxial. Ils sont capables. Mais en plus de ça, ils développent un certain nombre. Moi, je ne partage pas le point de vue comme quoi il y a des régions aujourd'hui, effectivement, on essaye de maintenir dans l'ignorance une certaine frange de la société. Mais cette société, dans sa totalité, sa quasi-totalité, mis à part cette petite minorité qui est liée d'intérêt de près ou de loin au régime, mais sinon dans tout le pays aujourd'hui, 48 wilayas, le 22 février, 48 wilayas sont sortis. Et dans les 48 wilayas, c'était massif. Il y avait beaucoup de monde dans les 48 wilayas. Comme quoi, il y a cette aptitude, cette volonté, cette envie, cette détermination à s'en sortir, y compris, même si tous les moyens, vous savez, Aït Ahmed disait, si aujourd'hui on parle de démocratie,
si nous continuons à critiquer le système, si nous continuons à nous parler entre nous, si nous continuons à parler des droits de l'homme, si nous continuons à parler des droits, du droit d'avoir des droits, c'est un miracle. Parce que ce système, il combine la cruauté de la junte birmane et la sophistication de la Stasi. Et c'est très vrai. Karim, est-ce que cette propension à qualifier de grands personnages, de traîtres, est-ce qu'elle ressort des mêmes, j'allais dire, des mêmes marécages que cette haine que le régime tente d'instiller des uns contre les autres? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Certains, par exemple, islamistes, dans leur bouche, communiste est une insulte. Pour qualifier quelqu'un je dis, c'est un communiste. Ouais. Dans l'autre trottoir aussi. Ouais. Il vous dit, X, c'est un islamiste. Au point où, par exemple, si vous défendez la mémoire de Abbasi Madani, que vous dites ça a été un moujahid de la première heure, on vous traite d'islamiste. Si vous défendez Ali Belhaj parce qu'il est embarqué chaque vendredi qu'on le maltraite, on vous traite d'intégriste. Si vous recevez, comme je reçois aujourd'hui, vous deux qui êtes de la région de Kabylie, on me traite, moi, c'est ce qu'on fait tout le temps, de kabiliste. Si je reçois, je ne sais pas, un islamiste, Badardine Gerfa, on me dit « Ah, c'est normal, le Magharibi a fait la promotion du fils ». Ça veut dire qu'on est dans ça jusqu'au cou. Mais tout à fait. Mais de quoi ça relève? Quel est le diagnostic? Ça relève déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, tout simplement du diviser pour régner. Parce que ça, c'est la plus vieille méthode, mais ça fonctionne très bien. Ce n'est pas que le régime, ce sont des relais qui souvent ne sont pas avec le régime. Mais au contraire, c'est là en fait les relais qui gravitent autour du régime, c'est le régime qui les a fabriqués. C'est pour ça que nous, on dit... Même s'ils donnent l'impression qu'ils sont contre lui? Même s'ils donnent l'impression, et parfois même tout en étant contre lui, réellement, oui, de bonne intention. Absolument. De bonne intention, oui. Tout en étant contre lui, mais parfois ils reproduisent le même schéma de pensée. À leur insu de leur propre gré? Oui, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle l'habitus. Ils ont été formés. Ils ont tellement intériorisé des procédés de pensée, d'exclusion. Je vous ai dit un rapport à l'altérité, et ça c'est très important dans notre société. J'espère qu'un jour il sera suffisamment étudié. Un rapport négatif à l'altérité, c'est-à-dire l'autre on le nie, on ne l'accepte pas, mais on le nie complètement. Et c'est ce que fait le régime. Quand vous parlez, vous par exemple, on va prendre par exemple un communiste qui nie la possibilité, qui refuse à un islamiste la possibilité d'exister. Ou, quand on voit inversement un islamiste nier à un communiste la possibilité d'exister, ça c'est problématique. Ça c'est un grand problème de société et ça ne sert que le régime. Pourquoi? Parce que le régime, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le père de la nation, il se place dans une position paternaliste. Pourquoi? Parce qu'il est aussi l'arbitre. Il est aussi l'arbitre de la société. Si seulement, certains disent, en fait, et peut-être l'ont tellement introjecté, on parle d'introjection, ils l'ont tellement en eux-mêmes, c'est-à-dire que sans l'autorité militaire directe ou indirecte, sans l'autorité policière directe ou indirecte, les acteurs de la société se chamailleront entre eux, peut-être s'entretueront entre eux, d'une manière sauvage. Pourquoi? C'est ça, parce que l'État s'est imposé comme seul détenteur de l'autorité pour garantir l'ordre. Et c'est pour ça que je vous dis... Et même des équilibres entre les uns et les autres. Et lui, il veille toujours à maintenir les équilibres. De temps en temps, il soutient, on va dire, les islamistes. De temps en temps, il va soutenir les communistes. De temps en temps, il va soutenir les socialistes. De temps en temps, il va soutenir les nationalistes, comme c'était le cas cet été. Et il les lâche les uns contre les autres. Et il les remonte les uns contre les autres. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au fond, là, tout à l'heure, quand Saïd il dit qu'il n'est pas d'accord sur l'idée que dans certaines régions, ça n'est pas encore le cas et qu'au 22 février, toute l'Algérie est sortie. Ça, c'est un point très important. Oui, le 22 février, toutes les régions sont sorties. Pourquoi? Parce que aussi, tous les médias étaient unanimes.
à ce moment-là. Les médias avaient transmis le Hirak. La contre-révolution n'avait pas encore commencé son travail. Oui. Mais quelques semaines après, une fois qu'on a appliqué l'article 102 avec une promesse des articles 7 et 8, tout de suite, on a oublié les articles 7 et 8 et on a mis en fonction, on a mis en marche la machine de la contre-révolution. Et en ce moment, et après ça sera notre sujet par la suite, la contre-révolution fonctionne, elle utilise des relais à plein gaz. À plein gaz. On a essayé le division et maintenant on essaye de soustraire. Là, maintenant, la machine révolutionnaire, en ce moment, elle fonctionne par soustraction. La machine contre-révolutionnaire. Pardon. La machine contre-révolutionnaire, maintenant, elle fonctionne par soustraction. C'est-à-dire, plus ils essayent de soustraire des gens du Hirak. Des acteurs. Des acteurs du Hirak. Nous allons en parler. Et nous allons en parler. Mais moi, j'ai une question pour vous. Vous avez dit que ce phénomène de distillation, de l'exécration, de la revendication illégitime, des fonds de commerce divers, des relais qui distillent la détestation, la haine. Vous avez dit que c'est un phénomène qui n'est pas suffisamment étudié. Il n'est pas suffisamment étudié. Et pourquoi ? Absolument. Pourquoi, justement, il n'y a pas sur le terrain des élites, des sociologues, des politologues, je ne sais pas... Pourquoi ? Parce qu'il va à l'encontre du roman national, du mythe fondateur de l'État algérien. Et quand on dit État... Le régime. Le régime, et quand on parle du régime, on parle de l'université et de l'école. Je vous donne un exemple. Mohamed Dib, l'écrivain Mohamed Dib, que tout le monde connaît en Algérie. Bien sûr, évidemment. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne savent même pas que Mohamed Dib a continué à écrire jusqu'en 2003 ? Oui. Tout le monde, beaucoup de personnes peut-être qui ne sont pas versées dans la littérature, croient que Mohamed Dib a arrêté d'écrire après le Hariq, après l'incendie, la grande maison, le métier à tisser. La trilogie, la fameuse trilogie. La fameuse trilogie. Pourquoi ? Parce que Mohamed Dib, par exemple, en 62, le lendemain de l'indépendance... Il est tout aussitôt rentré en Algérie. Voilà. Et on lui a fait subir l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur que son premier roman, ouais. post-indépendance, s'appelle... Qui se souvient de la mer ? Et c'est un roman dans lequel il a entrepris de travailler. Qui se souvient de la mer, il n'est pas de Melk Haddad plutôt ? Non, c'est de Mohamed Dib qui se souvient de la mer. Melk Haddad, c'est les quais de fleurs ne répond plus. Après, par la suite, il s'est arrêté d'écrire carrément parce qu'il avait aussi, lui aussi, un rapport très difficile à la francophonie. C'est une autre histoire. Oui. Mais Mohamed Dib, donc qui se souvient de la mer, il a commencé justement à traiter de manière critique la révolution. Il a essayé de penser à ce rapport d'altérité qui en résulte. Qui est l'autre ? C'est qui l'autre ? Je suis là. Mais qui est l'autre ? Et là, tout de suite, le gouvernement, ils ont vu, le régime en place, ils ont vu sa dangerosité, lui et d'autres écrivains. Il a continué à publier jusqu'en 2003 il pouvait participer sur cette à l'éveil des consciences. Voilà, parce qu'il participe à l'éveil. Ils lui ont fait subir l'indicible. Voilà. Pourquoi il a souhaité être enterré ici. Et il a légué tous ses manuscrits à la Bibliothèque de France, à la BNF. Ouais. Pourtant, lui qui est indéfectiblement attaché à l'Algérie. C'est magnifique. Quand on a lu Le métier à tisser, L'incendie, La grande maison... Il y a d'autres... Mais moi, j'aimerais dire quelque chose justement à ce sujet, qui est très douloureux. Hein, oui, parce que Mohamed Dib, on lui a fait tellement baver qu'il n'a plus souhaité repartir en Algérie. Ouais. Il faut voir comment il a écrit par la suite sur l'Algérie. Oui, et il s'est fait enterrer... alors qu'il adorait cette terre. Ouais. Parce qu'il faut lire ces livres pour comprendre quel attachement viscéral il a à ce pays. Toi, tu parles des trois Mohamed. J'allais en parler justement. Lui, Mohamed Dib, il a laissé une sorte de testament. Ne m'enterrez pas en Algérie, enterrez-moi ici. Mohamed Harkoun, qui a tellement aimé ce pays, mais ils lui ont tellement fait voir que lui aussi a demandé à être enterré au Maroc et pas en Algérie. Et Mohamed, qui chantait à la Maison Blanche, la fameuse chanson de l'immigration. Non, en Kabyle, à la Maison Blanche. La fameuse chanson, il a été enterré
Hasnaoui, Hasnaoui, Cheikh Hasnaoui. Ah, Non, mais son nom, c'est pas Hasnaoui. Exactement. Son nom- Mohamed Khalifati. Khalifati, voilà. Il a exactement. demandé à être enterré hors de l'Algérie, à La Réunion. Tout à fait. Aux antipodes. Donc quasiment. cette question, c'est la question fondamentale. Et là, quand on voit le Hirak en ce moment, quand on revient au Hirak, parce que vraiment, moi, j'ai essayé de l'approcher avec une approche sociologique et historique et littéraire et philosophique, c'est que le Hirak, justement, il ramène un nouveau rapport à l'altérité. On voit dans le Hirak, moi, j'ai vu, ça m'a choqué au départ, mais finalement, j'ai compris que le peuple a atteint un degré d'éveil politique énorme et magnifique. J'ai vu on va dire comme ça, des islamistes, des barbus, prendre des selfies avec des femmes qui ne portent pas le voile. Il y avait des débats, et c'est là ce qui est magnifique. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons, entre peuples, je dirais, entre peuples, et loin des élites sectaires, parce que les élites, les vraies élites, sont seules qui sont avec le peuple. Absolument. Et avoir une idéologie en soi, ce n'est pas un défaut. Avoir une idéologie, avoir des convictions, ce n'est pas un défaut. Le défaut, c'est de nier les autres et de se renfermer dans des idéologies sectaires. Parce que le sectarisme, il y a certaines personnes qui croient que le sectarisme existe uniquement en religion. Non. Il y a des intégristes partout. Voilà, il y a des intégristes partout. Et le comble Voilà. du comble, Et et des je vais donner la parole à fanatiques Saïd. partout, ouais. Le comble du comble, et on en a parlé hier, Ouais. c'est que chaque camp considère que ces extrémistes à lui, Ouais. ils ont besoin qu'on soit indulgent avec Ouais, eux. ouais. Non, vous ne les avez pas compris. Mais c'est la définition même du sectarisme. Et Alors de que l'extrémisme, ce de qui l'intégrisme. conviendrait, c'est de s'attaquer d'abord à ses propres extrémistes, fait. à soi, à avant fait. de montrer du doigt ceux des Tout autres. à fait. Alors, un dernier mot sur ce sujet avant qu'on passe. Juste pour dire que l'autre, pour l'Algérien est un humaniste. Je m'explique. Vous voyez l'accueil et l'hospitalité du Sud. Oui. Vous voyez, je faisais la cueillette des olives avec ma grand-mère, elle me disait qu'il fallait laisser une branche pour les oiseaux et les fourmis. Oui. Quel énorme degré de... Oui. Donc l'autre n'a jamais été un frein dans les rapports sociaux. L'autre, bien au contraire, il était une force. Il y a bien des mariages entre Arabes et Kabyles. Ouais. Il y a bien des mariages entre les différents... C'est-à-dire l'autre était ouverture pour la société. Mais ce qui a empêché l'ouverture vers l'autre, et ce qui a fait de l'autre soit une menace d'appropriation, soit une menace de désappropriation, soit une possibilité d'engouffrement. C'est ça aussi la définition large de l'altérité. Et soit elle pourrait éventuellement être source de déception. C'est le système qui a construit tout ça là dans la société. Parce que l'être algérien, Mais il est-ce est que bâti... ce n'est pas non plus... L'être algérien, le peuple algérien, il est bâti dans la douleur, Djamaldine. Oui. Effectivement, c'était contre la colonisation française. Mais le peuple algérien, il l'a bien compris, c'était une légitime défense. Une légitime défense. Mais ne rentrons pas, n'acceptons pas non plus le syndrome du colonisé au nom de l'acceptation de l'autre. L'autre, c'est qui? C'est Oui, moi mais- d'abord. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Non, j'ai compris ce que tu veux dire, Karim. J'ai compris, hein, je mettais juste de l'eau, j'essayais juste de renforcer l'argumentaire. Mais c'est-à-dire, il y a un autre qui est bâti dans la société. Il y a un autre qu'on ne veut pas qu'il soit bâti, qui l'empêche d'être une opérance sociale par le système. Le système a tout fait pour qu'on explique que l'autre est une menace, qu'à un certain moment, les berbéristes, Hizb França, c'est le système qui a utilisé un certain nombre de procédés pour inséminer justement cette Mais est-ce infection. que ça vient seulement du système? Est-ce que le trauma ne remonte pas à beaucoup plus loin? Est-ce que nous ne souffrons pas de traumatismes qui viennent de... Vous savez, notre région, l'Afrique du Nord, a été atrocement occupée par les uns Vandales, et les autres, les Vandales, les Byzantins, les Phéniciens. les Phéniciens encore un petit peu. Hein, Oui, c'était les surtout Romains. Les Romains, les Turcs, les Français, même pour certains les Arabes qui considèrent que c'était une occupation. Bon, mais c'est un autre sujet. Mais est-ce que ça ne vient pas de ces traumas-là? Je vais vous donner un exemple, même s'il va prêter un peu à rire. L'âne, l'hamar. L'âne, à mon avis, c'est l'animal le plus admirable de la création.
sobre, patient, travailleur. Sans lui, il n'y aurait pas eu de civilisation. Toutes les grandes civilisations, égyptiennes, romaines, grecques, c'est l'âne qui a permis de construire. Sans l'âne, on n'aurait rien pu faire. Ben, اليوم الناس كيهضروا مع على واحد يقول لك خي حمار يا أخي. Par contre, le lion, qui lui est un prédateur, il n'apporte rien, il ne donne rien, il fait que dévorer les autres. Quand il a faim, il va se servir, il mange des vies. Et quand il parle de quelqu'un qu'il respecte, il dit oh, c'est un lion, ce bonhomme. C'est l'échelle des valeurs, en fait. Et ça veut dire que même notre perception des choses et des valeurs, elle est comme biaisée quelque part. Elle est biaisée, justement, c'est ça. Vous savez, il y a un grand penseur que j'invite les téléspectateurs à lire, même s'il est un peu compliqué, mais on peut y aller doucement. Il s'appelle Edward Said. Et il a écrit surtout palestinien de culture anglo-saxonne. De culture anglo-saxonne, voilà, très bien. Et donc, et communiste. Oui, très progressiste. L'un de ses plus grands concepts, c'est, d'ailleurs ça porte le titre d'un de ses livres, c'est l'Orient créé par l'Occident. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il postule, lui, dans ses travaux, c'est que nos sociétés à nous, nos valeurs à nous qu'on a actuellement dans la modernité, ne sont pas nos véritables valeurs, mais ce sont les valeurs qui nous ont été greffées. Qui nous ont été greffées par l'Occident. C'est-à-dire que l'Orient culturel actuel, et ça c'est très gros ça, l'Orient culturel actuel est une création de l'Occident. Ou du moins un trauma. Un trauma dû aux colonisations, à la néocolonisation. Oui, il l'a créé à partir des traumatismes, à partir du mensonge, à partir de beaucoup de choses. Et ça a fait ça. Et c'est en lisant Edward Said qu'on pourrait comprendre un grand incompris, un autre grand incompris en Algérie, qui est Malek Ben Nabi. Ah oui. Parce que Malek Ben Nabi, au lendemain des indépendances, il leur disait on ne peut pas construire un État sur des idéologies. On va définir une échelle de valeurs, on va définir nos valeurs. Où sont nos valeurs? Et c'est à partir de là qu'on pourra fonder l'homme algérien. Et c'est pour ça qu'il a dit le problème de l'Algérie, c'est un problème de culture avant tout. Mais malheureusement... Et nous allons passer au sujet suivant. Je suis désolé parce qu'on a un sujet qui va venir qui est très important, qui va nous demander un peu de temps. Et justement, Zoubida Assoul est avec nous. Zoubida Assoul, vous êtes avocate, présidente de l'UCP. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Si Jamal. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Zoubida Assoul, d'abord, votre sentiment sur ces consultations qui est en train d'entreprendre M. Tebboune. Est en train de recevoir les uns et les autres dans la société civile, parmi la classe dite politique. Quel est votre sentiment sur ce qui est en train de se passer dans ce cadre-là? Honnêtement, moi, ce qui me dérange vraiment avec le pouvoir en place, c'est qu'il est toujours dans les anciennes pratiques, dans la même, disons, conception de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire le déni de ce qui se passe depuis bientôt maintenant 1 an. Une révolution pacifique, un peuple qui sort, qui a une feuille de route, tout le contraire de ce que beaucoup de gens disent, que le Hirak ne sait pas ce qu'il veut, que le Hirak a échoué, que non, la révolution pacifique a une feuille de route, a un projet carrément de société dont elle se réclame depuis maintenant bientôt 1 an. Les Algériens veulent une réelle rupture avec le système en place. Les Algériens réclament la séparation du politique du militaire. Les Algériens réclament l'indépendance de la justice. Les Algériens réclament l'état des libertés individuelles et collectives. Donc tout ça, c'est un projet. C'est un projet, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, beaucoup de gens, peut-être qui sont de bonne foi et croient toujours que le changement peut venir de l'intérieur du système. Erreur monumentale, parce que depuis plusieurs décennies, il y a eu des gens, d'ailleurs, de bonne foi, de bonne volonté, qui ont cru qu'en étant de l'intérieur du système, il pourrait y avoir du changement. Hélas,
L'expérience nous démontre aujourd'hui qu'il est impossible qu'il puisse y avoir un changement de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, moi je l'ai déjà dit, que cette révolution est une chance pour l'Algérie, pour le système lui-même. Pour le système lui-même, c'est une chance inouïe qu'il ne faut pas rater. Cette chance consiste tout simplement à écouter la voix du peuple. Ce n'est pas si compliqué que cela. Mais justement, si Zoubida vraiment, Assoul, nous avons des gens encore dans ce système-là qui veulent l'intérêt de l'Algérie, il va falloir écouter la voix du peuple. Et justement, Zoubida Assoul. Comment peut-on parler de dialogue alors que, encore justement, j'ai une question pour vous. J'ai une question. Alors, au sujet de dialogue, d'abord, vous avez démenti il n'y a pas très longtemps ce qu'avait rapporté un journal sur vous qui avait dit que vous aviez appelé au dialogue, que vous étiez prête à... Et vous avez tout aussitôt démenti, vous avez dit non, ce journal a reporté quelque chose que je n'ai pas dit. Mais sinon, aujourd'hui, au sujet de ces consultations avec des personnalités dites politiques et autres acteurs que M. Tebboune est en train de recevoir, le Hirak est en train de dire très fort que quiconque accepte d'aller négocier ou d'aller discuter ou rencontrer ce chef d'État qui n'a été élu que par la grâce de la fraude la plus massive depuis l'indépendance est sorti quasiment du Hirak de lui-même. Quelle est votre position, vous, sur ceux qui sont en train de répondre aux convocations de Tebboune? Moi, j'ai un principe assez jamais. Je ne suis pas la conscience des gens. Chacun est libre de prendre la responsabilité qui est la sienne vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la révolution et vis-à-vis de lui-même. Je n'ai pas de conseil à donner, ni encore moins un point de vue ou un commentaire sur les gens qui ont choisi clairement d'aller vers une rencontre. Moi, je ne peux même pas parler de dialogue parce que ce n'est pas un. Parce que le dialogue, on connaît très bien sur le plan à la fois politique et sémantique, un dialogue, ça veut dire qu'on va se rencontrer pour parler de la crise et pour que qu'on puisse ensemble trouver une sortie de cette crise de manière bilatérale ou multilatérale après débat, que la sortie de crise ou la solution doit émaner après un dialogue sérieux. Or, ce n'est pas le cas parce que le pouvoir en place a sa feuille de route et moi je l'avais déjà dit auparavant que nous sommes toujours dans la feuille de route de Bouteflika Abdelaziz. Nous sommes toujours dans l'approche unilatérale du nouveau locataire de Mouradia. C'est lui qui décide d'amender la Constitution et il confie cette tâche à une commission d'experts sans diminuer de la qualité des uns et des autres. Mais c'est déjà une manœuvre qui n'est pas du tout honnête, ni sur le plan politique, encore moins sur le plan de la crise que vit le pays vis-à-vis de ce peuple. Parce que la crise est éminemment politique, cette crise politique, et il faudrait d'abord lui trouver une solution politique. Et le dialogue doit venir avant. Et si M. Tebboune vous appelle pour vous dire qu'il souhaiterait vous voir pour discuter avec vous? Pardon, c'est jamais. Ce qui est important, moi toujours, ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie et le peuple algérien qui sort depuis bientôt un an. Les individus que nous sommes, aujourd'hui nous sommes là, demain on ne sera plus. Et on a des expériences qu'on a vécues tout récemment. Nul n'est indispensable, nul n'est éternel. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la Constitution est un texte éminemment politique. Ce n'est pas l'habillage technique et juridique, et je vous parle en connaissance de cause, puisque moi-même au sein du parti de l'UCP, quand il y a eu les consultations en 2014, j'ai remis au nom de l'UCP une constitution entière. Rien n'a été pris de cette constitution. C'est vous dire à quel point on a été échaudé par le pouvoir. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de régler la crise, mais ce qui l'intéresse, c'est de faire du replâtrage pour se redorer son image et que le système continue. Donc, mais avant de parler du processus constituant, Zoubida Assoul,
Vous, en tant que présidente de parti, en tant que personnalité politique, si demain M. Tebboune vous demande à vous recevoir pour vous consulter, comme ils sont en train de dire, quelle sera votre réponse? Ce n'est pas une consultation, moi je l'ai fait savoir. J'ai dit d'ailleurs dans le fameux article dont vous parlez, parce que quand vous lisez le contenu de mon interview sur El Khabar, vous allez voir qu'est-ce que j'avais dit et que le titre, c'est pour ça que j'ai démenti, le titre était en totale contradiction avec le contenu de l'interview. Moi j'avais dit que le peuple est dans la rue, le peuple dit il ne peut pas y avoir de solution si déjà les mesures d'apaisement et de bons signes de la part du pouvoir en place, qui les a déjà entendus, qui les entend depuis des mois, c'est relâcher tous les détenus d'opinion. Aujourd'hui, Fafawi a été maintenu en détention provisoire, Karim Tabou est toujours en prison, Fodel Boumela en prison, Samer Belarbi en prison et d'autres. La semaine passée, on est parti sur Tlemcen, je faisais partie du collectif des avocats, il y avait 18 prévenus, dont 4 qui avaient eu pour 18 mois de prison au niveau du tribunal. Heureusement, Dieu merci, ils ont été tous relaxés, donc les 18. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler ni de dialogue, ni de concertation, alors que les mesures nécessaires que nous demandons depuis des mois n'ont pas été exécutées par le pouvoir. Il ne peut pas dire qu'on ne les a pas fait savoir, puisqu'on les a fait savoir par écrit, oralement. Le peuple le réclame tous les vendredis, tous les mardis. On ne peut pas dire que le pouvoir n'est pas au courant de toutes ces mesures préalables. Aujourd'hui, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se rencontrer, les Algériens ne peuvent pas s'organiser, les Algériens ne peuvent pas organiser des débats à l'intérieur des universités. Les étudiants ne peuvent pas inviter n'importe quelle politique qu'ils voudraient, justement, avec lequel ils voudraient débattre sur le projet de société, sur la Constitution. C'est ça le plus intéressant, à mon sens, pour moi. Le fruit de cette révolution, il ne faut pas la brader. Ce n'est pas une question, d'ailleurs, c'est une manœuvre, encore une fois, du pouvoir, parce que le problème en Algérie, avant d'être un problème d'ordre juridique ou de constitution, c'est un problème de manque de volonté politique. C'est-à-dire que même cette constitution actuelle, hein, avec tous les parts qu'elle a, parce que moi, je l'ai déjà qualifié en son temps, en 2016, que c'était une mercuriale, ce n'était plus une constitution. Mais cette constitution, elle garantit bien un tas de droits et de libertés pour les Algériens, et pourtant ces droits ne sont pas respectés. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'il commence, ce président? Oui, mais Zoubida Assoul, quelles sont les intentions de... Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec ces consultations, ce qu'il appelle consultations, de gens qui ne pèsent rien face à un Hirak aussi déterminé? Vous savez très bien, et le régime le sait très bien, que tous ces gens réunis ne pourraient pas rassembler l'adhésion du centième ou du millième peut-être de ce Hirak. Alors pourquoi insiste-t-il autant? Parce que le pouvoir en place ne sait pas faire autre chose. Il ne peut pas d'abord, et il a peur du vrai changement, parce que le vrai changement, c'est de faire participer le citoyen, qu'il soit partie prenante, qu'il soit acteur dans l'élaboration de ce processus constituant, de changer les mécanismes, de changer les pratiques du pouvoir, de changer les hommes. Comment peut-on croire à un changement alors que les ministres de l'ancien gouvernement, que Bouteflika, que Saïd a nommé, sont encore au gouvernement? C'est quand même hallucinant de faire des erreurs comme ça, des erreurs stratégiques pour le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous, c'est ça la volonté politique de ce nouveau président, quand il dit oui, je veux le changement. Mais pourquoi vous avez réintroduit des ministres dont la responsabilité est établie dans l'échec de toutes les politiques pendant 20 années? Subhanallah, pendant 20 ans, il n'a pas pu trouver des solutions aux problématiques des Algériens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va les trouver. Donc, alors, Zoubida Assoul, une dernière question. Comment expliquez-vous que dans la classe dite politique, à ma connaissance, sauf si je me trompe,
il n'y a que vous et le RCD qui avez exprimé ouvertement de telles idées sur ces consultations. Comment expliquez-vous que tout le reste, soit ils se rendent aux convocations, soit ils trépignent d'impatience et presque ils se roulent par terre de dépit, soit ils sont en train d'attendre. Comment expliquez-vous que dans la classe politique dite de l'opposition, il n'y ait, à ma connaissance, que votre parti et celui du RCD qui se soient exprimés sur ces consultations que vous estimez avec le RCD comme étant quasiment une farce? Mais écoutez, l'opposition, elle est plurielle, comme je l'ai déjà dit auparavant. Elle est plurielle et elle est aussi liée. Il y a des gens de l'opposition qui étaient partie prenante du pouvoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partis qui essayent de se repositionner parce que c'est un problème de survie. Moi, personnellement, au niveau de l'UCP, bien qu'on n'a jamais été ni dans le gouvernement, ni dans le Parlement, on n'a participé à aucune élection, parce qu'on savait depuis le départ que la loi électorale a été faite sur mesure pour les partis du pouvoir et que l'opposition que nous sommes, les jeunes partis, ont été exclus d'office. Donc, on n'a jamais voulu participer à cette farce-là. Qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est l'intérêt de l'Algérie. On ne peut pas brader cette révolution. Nous avons une chance inouïe qui peut-être ne se répétera pas d'ici peut-être les 50 prochaines années. On ne peut pas la brader. Le peuple aujourd'hui demande pacifiquement à ce qu'on aille vraiment vers une rupture avec ce système. Est-ce qu'on aille vers la construction de l'état de droit? Est-ce qu'on aille vers vraiment la transparence et la responsabilité des politiques? Est-ce qu'on aille vers une justice indépendante? Aujourd'hui, nous le vivons, nous, en tant qu'avocats ou les gens qui travaillent directement avec la justice le savent parfaitement. Et le pouvoir, tous les jours, il enfonce encore le couteau dans la plaie, puisque chaque fois, il prouve encore aux citoyens que la justice n'est pas indépendante, que c'est le pouvoir politique qui instrumentalise la justice. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler, moi, si j'ai un choix à faire entre mon parti ou une élection et l'Algérie, mon choix est vite fait, c'est l'Algérie. Donc, je ne peux pas tourner le dos en tant que chef de parti à ce peuple qui sort pour la première fois pour réclamer haut et fort sa volonté de rompre définitivement avec ce système et d'aller vers la construction d'un État, des institutions. On sort du pouvoir personnel, du pouvoir des clans, du pouvoir de l'argent, du pouvoir de la prédation, etc. On ne peut pas tourner le dos. Maintenant, chacun prend ses responsabilités devant l'histoire et devant le peuple. Merci Zoubida Assoul. Au plaisir de vous revoir bientôt dans cette émission, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, avant de commenter ce que vient de nous dire Zoubida Assoul, et que je considère comme vraiment quelque chose d'assez salutaire. Nous allons parler. Avant, j'aimerais d'abord présenter mes condoléances, celles d'El Magharibiya, celles de tous mes collègues, à la famille du jeune Youba Salhi, l'un des plus jeunes militants du Hirak, décédé d'une crise cardiaque que nous voyons ici. Youba Salhi, voilà, de Khenchla, توفى ربي يرحمه قدموا كل تعازياتنا للعائلة البركة في راسهم ربي يرحمه وربي يأتيهم بالصبر إن شاء الله. J'aimerais aussi parler, comme vient de le faire Zoubida Assoul, de ces détenus politiques. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier, que le régime est en train de monnayer. C'est une monnaie d'échange. Et les gens qui vont le voir, M. Tebboune, il parle de les libérer comme si c'était Zama, Jabou Saïd Menoudnou, comme on dit nous, hein, grande victoire, alors qu'en fait, ils sont en train de nous démontrer que la justice attend les injonctions que va lui donner l'exécutif, comme on dit, si tant est que les pouvoirs sont séparés. J'aimerais aussi parler, parce que nous parlons souvent des détenus qui sont très connus, Boumala, Karim Tabou, Samir Blarbi et les autres du Hirak. On ne parle pas de Nkaz suffisamment, qui lui aussi a été incarcéré. On ne parle pas du général Rderi, dont on ne sait même pas pourquoi il a été vraiment incarcéré. Et moi, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il a eu
une attitude tellement honorable que ça m'a interpellé. Il a déclaré, il a dit « Moi, je n'accepte pas d'être libéré si on ne me réhabilite pas dans mon honneur. » Et moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié, et donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ne me parlez pas de me libérer, ne me faites pas de chantage. Moi, je préfère rester en prison si je dois être libéré comme un vaurien, comme un malfaiteur. Moi, je n'ai rien fait. Je veux être réhabilité avant de sortir de prison. Et c'est très bien, je trouve. Alors, d'abord, sur la déclaration de Mme Zobeida Assoul. Moi, personnellement, je la trouve claire et directe et sans embâge. Donc, elle refuse, si j'ai bien compris. Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai compris. Elle refuse d'être convoquée, comme on dit. D'être convoquée, voilà. Et qu'elle choisit le parti du peuple, du Hirak. Clairement, elle l'a dit clairement. Il y a le RCD aussi qui a fait une déclaration similaire, et le RCD aussi a fait une déclaration dans ce sens. C'est très bien, parce que nous, parfois, quand on critique les partis politiques, vous savez très bien qu'on ne les critique pas pour les critiquer. Bien sûr, on critique quand on voit les défauts, mais quand on voit quelque chose qui va dans le sens du Hirak, c'est très bien, et même nous saluons cela. Et je crois que ça va, si d'autres partis se comporteraient de la sorte, ça va vraiment accélérer les choses. Ah oui, pourquoi ? Parce que si on lit politiquement maintenant, si vous voulez une lecture politique de ce que fait avec les négociations, pourquoi il convoque les Sofiane et Djilali et comparses, pourquoi ? Parce que le régime maintenant a, comme on a dit, la contre-révolution maintenant fonctionne par soustraction. Par soustraction, ils veulent soutirer le maximum de personnes du Hirak, maximum de monde, pour par la suite reprendre leur légitimité. Et prochaine étape, elle ne sera pas de mettre des Hirakistes aussi ? Mais attendez, regardez ce qu'ils vont faire pour reprendre un peu il me semble, ce qu'ils sont en train de faire pour reprendre leur légitimité. Parce que là, le roi est nu quand même, et tout le monde le sait, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, ce qu'ils ont fait, déjà, ils ont créé des problèmes. Ils ont créé la violence. La violence, vous savez, la violence policière, les fermetures des routes, les jours des manifestations, les arrestations, tout cela. La haine. J'y arrive, oui. Le discours de haine, la haine. Ils ont créé l'injustice, c'est-à-dire de simples hirakistes ou de militants se retrouvent en prison pour rien, parce qu'ils ont participé à des marches. Au milieu de millions d'Algériens, alors que sans emprisonner tous les millions, mais ont choisi quelques-uns, parfois au hasard, parfois pour leur influence. Et le vide constitutionnel aussi. Ils ont dit, voilà, ils ont créé le vide constitutionnel quand ils ont prolongé Ben Salah, quand ils nous ont imposé une autorité d'organisation des élections et de surveillance qui n'est pas constitutionnelle. Ils ont créé tout ça. Ils nous ont créé tous ces problèmes. Maintenant, ils viennent avec des solutions, des fausses solutions à des faux problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes. Par exemple, là, on voit pour l'injustice, ils disent, on libère les détenus. Et comme si le Hirak demande, comme si c'était le Hirak qui est parti pour libérer les détenus. Non, libérer les détenus n'est pas la revendication principale du Hirak. Le Hirak veut changer de système, veut une nouvelle Algérie. Il y a des détenus parce qu'il y a eu Hirak. Parce qu'il y a eu Hirak. Et c'est pas l'inverse. Il n'y a pas eu des détenus auparavant et que le Hirak s'est levé pour les libérer. Donc, la violence aussi, ils disent qu'on est en train de parler avec Tebboune et apparemment il est très bien disposé pour lever un peu les violences policières, les contraintes, les blocus. Et tout cela. Donc ils nous proposent des solutions. Pour le vide constitutionnel, ils disent carrément on vous offre une nouvelle constitution. Ouais. Carrément. Donc, alors que l'actuelle n'est pas respectée. Voilà, alors que l'actuelle n'est pas respectée, n'a jamais été respectée, mais on nous offre carrément une autre. Donc c'est très bien. Et pour le discours de haine, on dit qu'il y aura même une loi spécifique pour le discours incitant à la haine. Pour pénaliser. Pour pénaliser. Et donc là, ce que fait le régime, c'est très bien que ces solutions sont limite humoristiques. Mais qu'est-ce qu'il fait pour reprendre sa légitimité ? Il passe d'abord par des personnalités secondaires, politiques secondaires, qui n'ont aucune influence sur le Hirak. Ou alors déconnectées. Déconnectées ou dans certains cas même discréditées, sans aucun crédit auprès du peuple. Il les prend pour un pseudo-dialogue ou des pseudo-négociations dans lesquelles ces héros fabriqués vont exiger des solutions à ces faux problèmes. Voilà. Et que le gouvernement va finir par accorder sous la contrainte de ces faux héros, soi-disant. Et ces faux opposants et ces faux partis d'opposition vont venir par la suite dire « écoutez, on a été dialogué et on a ramené tout ça ».
on a libéré les détenus, maintenant il n'y a plus de violence policière, il n'y a plus de contraintes, et on est même en train de vous faire une nouvelle constitution qui n'émane pas du pouvoir, parce qu'elle émane de nous, elle émane d'eux, parce qu'ils ont été consultés. Ils ont été consultés. Le discours contre la haine, on a dit aussi, ils vont nous faire accepter cette loi. Et là, par la suite, le régime leur donne à eux une légitimité qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont perdue. Et eux, par la suite, ils vont lui renvoyer la balle, ils vont le rendre légitime parce que au monde entier, on va vendre le fait que... Mais après, est-ce que parce qu'on sait qu'ils ne passent pas, ouais. Est-ce qu'ils ne vont pas servir de trame pour préparer l'avènement de hirakistes qu'ils vont parvenir à démobiliser? Ils ont déjà récupéré... Certains hirakistes se retrouvent au gouvernement. Oui. N'oubliez pas le secrétaire d'État à la cinématographie. Oui. C'était quelqu'un quand même qui était actif dans les manifestations. C'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne par soustraction. Comment? Une fois qu'on aura cette fausse opposition qui va offrir une légitimité inespérée pour ce régime, par la suite, il y aura une partie du Hirak qui va être, entre guillemets, dégoûtée. Complètement. Pardon, je vous interromps. Mais moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est vrai qu'il est en train d'agir par soustraction. Par soustraction. Pour vider le Hirak. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Il est en train de vider le Hirak de tous ceux qui sont des points morts, en fait. De tous ceux qui pesaient, qui n'étaient pas vrais hirakistes, qui faisaient semblant et qui aujourd'hui se démasquent d'eux-mêmes et qui eux-mêmes se soustraient de Hirak et dont on va être débarrassé. Mais vous savez, dans le discours, il y a le discours connoté et le discours dénoté. En fait, eux, ils ne s'intéressent pas à ce que ça donne. Ça renvoie comme image directe. C'est bien sûr, le rebelle fonctionne. Mais ce qui les intéresse, c'est l'image connotée, le sens connoté caché, qui est le désespoir. C'est-à-dire les gens, il y a certaines personnes du Hirak qui vont peut-être se dire que, voilà, finalement, toujours la même chose. Quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à faire tomber ce régime. Regardez, il y a des trahisons, il y a des gens... Vous savez, le hirakiste qui a... Mais ça, ce sont des branches mortes. C'est tant mieux si elles tombent. Oui, mais tout le monde n'arrive pas justement à avoir cette lecture. Certaines personnes maintenant, si je vous envoie si je vous montre les messages privés que je reçois, il y a beaucoup de personnes qui sont en plein dans le Hirak qui s'interrogent. Et c'est pour cela que maintenant, il faut vraiment... On a besoin maintenant, comme l'a fait aujourd'hui Zoubida Assoul, Madame Assoul, comme l'a fait l'RCD, on a besoin maintenant de personnes, d'activistes, du petit activiste dans la rue, jusqu'à peut-être aux intellectuels connus, jusqu'aux personnalités les plus en vue, de dire non. De se déterminer. Clairement. De s'aligner avec le Hirak et de dire que le Hirak va continuer. Nous savons très bien que la conviction populaire est très forte, mais vous savez très bien que les symboles, que les personnalités symboliques comptent. C'est pour cela, par exemple, il s'intéresse à un certain Ibrahimi. Qu'est-ce qu'il a, Ibrahimi, sur la scène politique, même pour des consultations? C'est un homme honnête, oui, mais de l'ancien régime. À mon avis, faire une nouvelle Algérie, il y a plus jeune que lui, il y a des personnalités... Et on dit même qu'il va rendre visite à Ali Yahya Abdel Nour aussi. Voilà. Dans son domicile. Voilà. C'est-à-dire qu'il joue sur les symboles, il veut un peu tarir un peu leur image directement ou indirectement. C'est pour cela maintenant, je crois qu'il faut vraiment rester vigilant, déterminé. Je pense que le régime vraiment joue ses dernières cartes politiquement et bientôt il se retrouvera face à un mur qu'il ne pourra plus outrepasser. Saïd. D'abord, cette histoire de... D'abord sur Zoubida Assoul, sur sa déclaration. Vous savez, la présidente du TPI avait dit à Milosevic, au-delà des phrases grandiloquentes et de la littérature obsolète, les faits sont les faits. Il est vrai que, comme tout le monde, je vois de la responsabilité. Mais par contre, parler de Tebboune comme président n'est pas le mien, ni celui du peuple. Oui. Utilisons le mot que nous souhaitons. Président désigné. Président désigné. Désigné. Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas désigné. Désigné, c'est le mot. Mais elle a pris une position claire. Ce que je dis est ceci. La deuxième des choses, il est bien facile de dire que tout le monde est responsable, sans pour autant prendre la responsabilité de se dire que les autres, ceux qui disent... ceux qui, par exemple, disent « et tu fais de la politique ». Ces gens-là qui, de condescendance, et qui voient les peuples de haut, et qui se considèrent comme des
table le néo-patriarcat et qui sont là pour dicter au peuple la chose qu'il faut faire. Maintenant, bien sûr qu'ils ont été. Question qu'il va savoir, qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez conversé avec quelqu'un de légitime? Qu'est-ce qu'il pourra faire maintenant? Il n'a aucune possibilité. Pourquoi que vous parlez ils vous disent c'est ça la politique. Oui, mais c'est pas justement. C'est ça la politique. La politique sans éthique. C'est pas du romantisme, la politique du romanesque plutôt. La politique sans éthique, c'est ruine de l'âme. Il y a certains, effectivement, qui nous diront « Oui, la politique, ce n'est pas d'avoir des belles phrases. Oui, la politique, ce n'est pas de sortir avec des millions dans la rue. Oui, la politique, ils n'ont qu'à nous dire que la politique n'appartient au peuple, elle appartient simplement à une classe bien particulière, sur ce qu'on appelle l'élitisme en politique. La politique, vous savez, celui qui fait de la politique, au mieux, c'est l'agriculteur qui connaît la valeur de la terre. C'est le boulanger qui connaît la valeur de la baguette. C'est le maçon qui connaît la valeur du travail de la brique. C'est tout ça. Bien sûr que celui qui peut apporter de la littérature, de la philosophie, de l'histoire, on ne peut pas faire un monde tout seul. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'uqal. Et l'uqal, vous savez, c'est quoi? C'est celui qui a à la fois la connaissance de la vie, la sagesse de la vie et le savoir ouvert sur le monde. Ceux-là, bien sûr, qu'ils peuvent mépriser le peuple. Moi, ce que je n'aime pas dans leur façon de faire, c'est cette façon de mettre comme monnaie d'échange les détenus. Les détenus ne sont pas une monnaie d'échange. Nous sommes là pour libérer l'Algérie et non pas simplement pour libérer les détenus. Nous ne permettons à personne, à aucune personnalité, et je récuse le mot personnalité. C'est quoi la personnalité ? La personnalité, c'est celui qui tend la main à celui qui est par terre pour le soulever. La personnalité, ce n'est pas celui dont les médias ont construit une renommée. La personnalité, ce n'est pas celui qui sait écrire une déclaration. La personnalité, ce n'est pas celui qui sait manier le verbe. La personnalité, ce n'est pas celui qui va me parler de littérature ou de philosophie ou de gastronomie ou d'astronomie du matin jusqu'au soir. La personnalité, c'est celui qui est fidèle, qui est fait de fer dans le Hirak. Il est là, il est dans le Hirak. Il ne veut pas trahir. Et qui te dit, la hiwar, la shiwar, rahil, obligatoire. Et c'est celui qui te dit avec des termes très simples, et c'est celui qui te dit avec des termes très, très simples, système hiro, et celui qui te dit avec des termes très simples, medaniya machi askaria. C'est ça pour moi la personnalité. Si tu permets juste, il y a un autre point que je n'ai pas abordé, c'est celui de ce dialogue. Le peuple l'a dit. La hiwar, les shiwar, rahil, obligatoire. Le rôle du politique, c'est quoi? Ce n'est pas de venir au peuple et de lui dire voici la recette. C'est de traduire politiquement les aspirations du peuple. Voici le rôle du politique. Et la politique sans éthique, je le répète encore une fois, sans vérité, sans lien direct avec le peuple. La politique, ce n'est pas le mépris du peuple. La politique, ce n'est pas d'y aller de cautionner un illégitime, avec la théorie de la censure. Vous savez c'est quoi la théorie de la censure? La censure, en fait, c'est quand elle veut prendre un peu de sang et se coller à quelqu'un, elle prend du sang. Tebboune, c'est ce qu'il est en train de faire. Il croit à ceux qu'il appelle, ils ont un peu de légitimité et il va un peu absorber un peu de légitimité. Celui qui est actuellement, celui qui va accepter le dialogue avec Tebboune n'est pas légitime. Il ne sera jamais légitime. Et d'ailleurs, c'est des épiceries politiques. Merci Saïd Aknin, merci Karim Naïtou Slimane, merci Zoubida Assoul. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Selmiya, Khawa Khawa.